Président. Je suis Nicolas de la télévision Top TV. En tout cas, riche conférence de presse et riche exposé qui a donné à la presse, n'est-ce pas, de la matière. Une matière qui nous pousse naturellement à vous poser beaucoup de préoccupations. Bon, j'en ai 4. Alors, je commencerai d'abord par le rôle et les pratiques des candidats dont vous avez fait mention. Je me concentre plus sur l'altruisme. En tant que politique, connaissant la société congolaise et comment l'opposition congolaise compte mettre fin à l'altruisme au cours des différentes batailles dans notre pays. Parce que je pense qu'il s'agit là d'un comportement purement congolais. Deuxième question. Avant d'aller à ces élections, nous avons suivi la dernière conférence de presse que vous avez livrée et j'avais personnellement un souci de savoir la position que vous avez eu à prendre. Est-ce que, n'est-ce pas, une position fataliste, connaissant bien votre adversaire? Aujourd'hui, il est démontré qu'après ce processus, après cette course, le PCT sort avec 90 députés. Yuki, votre allié, votre ancien allié élu Palès, sont pris en compte. Alors, quel serait donc l'avenir politique de votre opposition? Connaissons bien votre adversaire. Troisième question. Le 2 août, nous avons suivi sous les ongles de la RFI la publication de la dette congolaise qui se levait à 120% du PIB national. Curieusement, je m'attendais à ce que le président Jean Mathias, spécialiste en la matière, puisse faire une lecture sur cette question. J'aimerais donc bénéficier de sa lecture de la situation. Comment on va sortir le Congo de cette dette, le schéma donc de l'opposition? Messieurs du comité restreint du collectif des partis de l'opposition, merci pour la parole. Je me présente bien sûr. Je suis Claude Martial, j'interviens pour le compte de RFI, l'AFP et puis Africa News. Une première question à l'endroit de monsieur Mathias Nzon. En 2002, vous avez pris part aux législatives dans la circonscription de Lomba. 10 ans plus tard, vous êtes reparti en 2012. On a su tout ce que vous avez connu sur le terrain. Si vous étiez demandé de comparer les élections de 2012 auxquelles vous avez pris part et celles qui viennent de se dérouler, et si vous étiez demandé d'apprécier l'organisation, quelles sont les élections d'après vous qui seraient à peu près les plus acceptables? Deuxième question, avant la dernière bien sûr. Mon frère m'a dévancé, mais je souhaiterais poser la même question autrement. Le collectif des partis de l'opposition, sans représentation à l'Assemblée et au Sénat, au futur Sénat bien sûr, quel est finalement votre avenir? Deuxième et dernière question, quand on est en face de M. Mathias Nzon, on n'est pas seulement en face d'un homme politique, mais d'un économiste et un financier aguerri, permettez-moi l'expression. Le Congo en 2010 a bénéficié de l'initiative des pays pauvres très endettés et a vu sa dette totalement effacée. 7 ans après, 120% du PIB, c'est ce que représente la dette du Congo. Vous, en tant qu'ancien ministre des Finances, comment l'appréciez-vous? Comment l'expliquez-vous? Merci. Je fais partie de l'opposition congolaise. Je suis Ernest Branchard-Timi et je pose la question pour le journal Le Patriote. Monsieur le Président, vous avez suivi les élections, d'abord tout le processus du début à la fin, et nous avons constaté tous que le collectif n'y avait pas pris part comme il avait déjà annoncé. Maintenant, quand cela ne tient, nous voulons savoir entre ce que vous dites, vos observations, et ce qu'on dit, ceux qui ont réellement observé ces élections dans les bureaux de vote de certains centres, qui ont dit que, quoi que maillé l'incident et le problème, ces élections
sont crédibles, quelle est votre réaction? Pascal Tchachi Mabiala disait lors d'une de ses nombreuses conférences de presse que le jeu démocratique se joue dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale. Ne voyez-vous pas que dans votre posture actuelle, c'est une marche vers la marginalité, d'autant plus que vous ne parlerez que dans des sphères qui ne sont pas institutionnelles? D'abord venu nombreux et ensuite de se prêter avec beaucoup d'entrain à cet échange d'aujourd'hui. Bon, sur les questions politiques, je vais venir avant, mais je voudrais d'abord commencer par les questions économiques. Mais non pas pour critiquer, mais pour faire comprendre. Vous savez, l'IPPTE dans notre pays, c'est ma disons qu'il regarde qui va engager les négociations avec le Fonds monétaire. L'IPPTE a consisté à retraiter la dette du Congo pour ramener son niveau à 20% du PIB. Mais lorsque vous obtenez un programme de ce genre, il faut en même temps que la politique suive. C'est-à-dire, le comité de Fonds monétaire international va mettre en place un cadre macroéconomique qui décrit la politique à suivre pour maintenir l'endettement du Congo compatible avec l'objectif de développement de croissance. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis là, dans notre pays, pour que la dette croisse aussi vite et qu'on arrive à un taux qui aujourd'hui met le Congo en faillite? Notre pays est à défaut de paiement, c'est-à-dire il est en faillite. Alors, le PIB c'est quoi? Le PIB c'est le produit intérieur, c'est-à-dire que toute la richesse créée dans notre pays, globalement, elle doit être supérieure à votre endettement de maximum 50%. Or aujourd'hui, ça veut dire que tous les Congolais réunis, tout ce que nous avons produit, y compris même la petite cultivatrice au village, tout ça réuni, ça s'appelle le PIB, nous aurons tout dépensé sans pouvoir rembourser notre dette. Il restera encore un volant de 20%. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que le pays est bloqué. Si aujourd'hui nous disons que nous allons rembourser la dette, non, on ne pourra pas puisque nous n'avons pas suffisamment d'argent pour rembourser la dette. Notre pays est bloqué. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Mais par une politique irresponsable à plusieurs niveaux. Premier niveau, investir, il y a un élément de base, il faut savoir choisir ce qu'on appelle la décision d'investissement, il faut savoir choisir quel investissement faire. Faire un investissement, c'est jeter de l'argent. Mais il faut que l'argent que vous jetez revienne avec un fruit. C'est quand vous plantez un arbre dans la cour, vous avez pris un fruit, vous avez planté, l'arbre pousse, mais il doit vous redonner les fruits. C'est ça l'investissement. Dans divers domaines. On ne demande de demain, on ne va pas de fruits. Quand vous investissez dans la santé, il faut que vous avez investi dans les hôpitaux, mais que le peuple, l'état de santé croisse. Tout le monde se porte bien, on réduit la mortalité infantile, la mortalité tout court. Si vous investissez dans les routes, mais il faut que la circulation devienne normale, que là où les routes vont, que le développement économique prenne corps. Or, dans notre pays, observez vous-même, rien du tout. Ça veut dire que nous avons jeté l'argent par la fenêtre, aucun fruit n'est revenu, pour reconstituer notre richesse. Alors, une richesse que vous dépensez sans reconstitution vous appauvrit. C'est la situation d'aujourd'hui, nous sommes bloqués, complètement bloqués. Pourquoi? Vous avez suivi? D'où vient que nous avons chaque année dégagé depuis 2003 des excédents budgétaires. Qu'est-ce que ça signifie excédent budgétaire? Quand vous gagnez votre salaire à la fin du mois, vous dites, bon, la nourriture à la maison, je dépense 100 francs. L'école des enfants, je dépense 40 francs. Le transport des enfants, je dépense 25 francs. Bon, je voudrais construire une cuisine ici, ça fait 15 francs. Quand vous aurez additionné tout ça,
bon, il va vous laisser l'argent inutilisé. Ça veut dire que tous vos besoins sont couverts, vous n'avez plus rien à faire. Mais ce qui s'est passé pour un État. De 2003 à 2014, notre pays a constitué des budgets excédentaires. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, nous avons fait fonctionner l'État, nous avons payé les fonctionnaires, on a payé les pensions, on a payé les écoles, on a tout fait, mais il est resté l'argent. Il est resté l'argent. Alors, moi qui vous parle, de là où j'étais à la Banque centrale, j'ai dit, alors, puisqu'il reste l'argent, monsieur de l'État, je vous appelle, venez ouvrir un compte chez moi, que j'ai intitulé le compte pour stabilisation des recettes budgétaires. Et le fonds monétaire ajouté, très bien, monsieur Don, mais cet argent qui sera dans ce compte pour le dépenser, il faut notre rapport. Il faut qu'on s'asseye pour voir comment dépenser cet argent. Je vous ai souvent dit, j'ai ouvert ce compte-là, son solde n'a jamais dépassé 1000 milliards de francs CFA. Et n'ont été inclus dans ce compte qui est essentiellement la PID, la provision pour investissement diversité, qui ne devait pas être gardée, mais devait être dépensée dans le soutien des PME et PMI. C'est tout. Mais les excédents budgétaires, on les a mis où? Lorsque nous avons fait une conférence de presse ici, il y a un ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement de l'époque, qui dit, mais oui, mais ce que j'ai raconté, monsieur, il n'a pas compris que cet argent, nous avons placé dans un compte pour réserve aux générations futures. Très bien, monsieur le ministre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait une lettre. Monsieur le ministre, j'ai pris acte de votre déclaration. Dites-moi dans quel pays avez-vous ouvert le compte de réserve aux générations futures? Il n'y en avait pas ici. Puis j'étais le patron des banques. Vous le savez très bien. Donc il n'y a aucun compte que j'ignore. Il dit, vous allez dans quel pays? Monsieur était coincé et précipitamment, on a ouvert à la Banque centrale ici un deuxième compte, le compte de réserve pour génération future. Mais le solde également n'a jamais dépassé 1500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, je crois qu'il est à zéro. Alors, où est passé l'argent? Le Fonds monétaire est venu ici, a fait le point et a estimé que pendant toute la période considérée, les excédents budgétaires ont atteint un niveau de 12 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est-à-dire que nous avons tout dépensé, on a tout investi, on a fait quoi? Mais il nous est resté 12 000 milliards de francs CFA. Alors, c'est comme disait quelqu'un a cité Marien Ngouabi, lorsqu'on a eu 21 milliards de pétrole ici, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Alors, voilà, nous devions, je vais dire, mais nos 12 000 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout, avec la déprime du marché aujourd'hui, c'est-à-dire la chute des cours pétroliers, on devait être à l'aise, puisque nous avons mis de côté notre réserve. Nous n'avions plus besoin d'aller nous endetter. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, rien que pour ouvrir les Jeux africains ici, alors le Congo s'est endetté et a tiré sur la Banque centrale 500 milliards de francs CFA. Pourquoi on a 12 000 milliards d'excédents et on va encore s'endetter auprès de la Banque centrale? Et ce n'est même pas une dette à moyen terme. Ça se rembourse au jour le jour. C'est-à-dire, vous, dès qu'il y a une petite recette qui tombe, la Banque centrale se rembourse. C'est donc une très mauvaise politique. Et on va s'endetter à l'extérieur. On a signé des faramineux contrats avec la Chine et ces contrats n'ont pas obéi aux règles de mise en place du programme avec le Fonds monétaire qui nous a conduit à l'IPPT. Alors, pendant longtemps, les institutions financières internationales ont demandé qu'on rende public ces contrats. Jamais. Pourquoi? Nous avons donc gaspillé notre argent, y compris l'argent que nous avons travaillé nous-mêmes, qui est sorti donc d'avant du pétrolier, et en même temps l'argent que nous avons emprunté auprès des pays partenaires. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Puisque le Congo est à zéro. Un taux de croissance négatif. Vous savez que le taux de croissance du Congo est de moins 2,9%. Il est négatif. Taux de croissance négatif et un endettement extraordinaire. Aujourd'hui, pour que le Congo redémarre, il faut absolument un nouveau programme avec le Fonds monétaire. Moi, j'ai vu sur Télé Congo, il y a une entreprise qui disait le 3 septembre, il va avoir
ce programme avec le Fonds monétaire. Ça ne décrète pas. Il faut aller négocier avec le Fonds monétaire. Et le Fonds monétaire va vous dire, bon, très bien, nous voulons bien vous aider, si vous êtes un pays membre, mais dites-nous qu'est-ce que vous avez fait de votre argent. Expliquez-nous pourquoi vous êtes endetté auprès de Trafigura et de Glencore. Vous connaissez Trafigura et Glencore? Ce sont des traders. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous avez quelque chose à vendre, vous dites à quelqu'un, vendez-moi ça. Il vend, quand il a vendu, vous le payez, vous verse votre argent, non? Mais d'où vient que le Congo devient redevable vis-à-vis des sujets qui ne font que vendre? Pourquoi? Le Congo a fait ce qui n'était pas autorisé. Nous avons fait le gaz pétrolier. Or, l'accord de l'IPPT repose sur ça. Pas de gaz pétrolier. On a demandé à ces sociétés, qui ne sont que des sociétés commerciales, qui vendent des autres sur le marché. Alors, on leur a demandé, avancez-nous l'argent. Quand le prochain produit va sortir, et vous prendrez pour un remboursement de votre argent. Vous ne voyez pas que c'est hypothéquer la vie des Congolais? Voilà le problème. Ensuite, sans compter les différents conflits qu'on a ici avec les Djez, les Tabés et autres, qui résultent, on ne sait de quoi. Vous savez, vous avez parti Tabé, bloque les comptes de Congo parti par non, au Djez plutôt. Qu'est-ce que Djez a fait pour le Congo? Il faut que le gouvernement explique. Ce qu'on veut, c'est la transparence. Qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé pour que Djez bloque les comptes du Congo partout. Même le dernier paiement de rebond là, a été bloqué par Djez. Et alors, c'est pourquoi ce que nous on veut, c'est d'être informés. Donc aujourd'hui, ça ne vous étonne pas qu'avec un gaspillage d'argent, la corruption, des distributions de l'argent aux autres chefs d'État africains, on est devenu si riche pour faire des dons en argent aux autres chefs d'État et surtout sans dossier. Un jour, vous allez vous faire embaucher de ça. Comment ça va se passer? Il y a l'intérêt, nous souffrons. Aller au CHU, il n'y a ni médicaments, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de thermomètre, il n'y a rien du tout au CHU. Mais en dehors de la grève, la semaine dernière, il y a une dame qui voyageait, arrivée à Mayamaya. Elle a fait une crise d'asthme, elle est décédée parce que il n'y a dans aucun hôpital de Brazzaville, il n'y avait d'oxygène pour obtenir la réanimation. Pas d'oxygène. Enfin, même nous sommes dans la salle, vous faites une petite crise. La première chose, c'est d'améliorer votre respiration. Comment vous allez faire pour avoir la respiration en cité si dans les hôpitaux il n'y a pas d'oxygène? Et oui, le plus grand hôpital du Congo, disons le seul qui existe, il n'y a pas d'oxygène pour réanimer une pauvre femme qui voulait voyager ici, décédée à l'aéroport. Et oui. Et je ne vous raconte pas les vagues, le corps n'est pas encore en guerre. Même aujourd'hui, vous allez au CHU, vous allez trouver son corps. Et oui. Regardez le pays, c'est ça. Et où est parti l'argent? L'argent, on gaspille. La corruption, là. La corruption. Pour faire quelque chose, il faut. Qui dirait que dans la pratique des Congolais, c'est mon jeune frère de Top TV. Non, c'est ce pouvoir qui a créé la corruption. Pourquoi? Mais prenez seulement les projets réalisés. Vous savez combien a coûté les pays d'aménagement qu'on a fait à l'aéroport de Brazzaville, Mayamaya? Plus que la construction d'un nouvel aéroport. Plus de 150 milliards de francs. La petite de route que vous prenez là, pour aller à l'aéroport, des 10 maisons de Mongador là, ça fait combien? 3 km, non? On a dépensé plus de 10 milliards. Pourquoi? Si ce n'est que la surfacturation, le gonflement des factures. Tous les projets réalisés dans notre pays, c'est ça. Et je peux me dire que la raison pour laquelle on a créé les grands travaux, c'est pour soutirer à l'État l'argent nécessaire. C'est ça, la seule justification des grands travaux. C'est là où les grands travaux mettent le pied. Comment voulez-vous dans un pays, on va construire un barrage hydraulique électrique, et ce n'est plus le ministre de l'énergie, c'est les grands travaux qui viennent inaugurer. On va construire une route, ce n'est pas le ministre des travaux publics, c'est les grands travaux qui viennent inaugurer. On va construire un hôpital, ce n'est pas le ministre de la santé, c'est les grands travaux qui viennent inaugurer.
Tout ça pour concentrer les surfacturations. Mais vous connaissez, non? On a construit un barrage qu'on vient de construire sur la Liboso. Quelle est la production de ce barrage-là? Moins de 20 mégawatts. Tous les techniciens sont clairs là-dessus. Produire 1 mégawatt d'électricité, la dépense est 1,5 milliard. Mais ce barrage-là, la construction a coûté plus de 80 milliards. Pour 20 mégawatts, plus de 80, alors que ça aurait coûté au maximum 25 milliards. Où est partie la différence? Vous voyez? Donc c'est très grave, chers amis. Bon, on aura l'occasion, moi je vous propose, si vous voulez, de faire une émission économique ici, pour qu'on passe de fort en compte la donne économique, pour vous comprendrez qu'on est en train de s'amuser avec les Congolais sur les questions économiques. Et après on dit le pays est endetté. Et oui, nous sommes en faillite. Alors quand on est en faillite, on déclare faillite, on fait quoi? On ne fait pas l'entreprise. Quand une entreprise arrive à la faillite, elle déclare faillite et on la ferme. Déclarons l'État congolais en faillite et on le ferme. Alors, je vais ajouter juste une chose sur le plan politique. Vous avez dit, nous n'allons pas aux élections. Pourtant, M. Zidon en 2002 était candidat à Gama, 2012 candidat à Gama. Comment il apprécie les élections de celle de 2012? Les élections de 2002, nous sommes allés à la suite des élections présidentielles de 2004. Par conséquent, à la suite de la transition, il y a des élections présentes. Mais les élections sont passées normalement. Ce qui a été pris une fois de me faire battre, de me disqualifier. Quand on a vu que personne ne pouvait m'approcher, alors le pouvoir a décidé d'autorité, il faut disqualifier M. Zidon. Pour rien, comme ça. En 2012, nous sommes allés aux élections par défi. Parce que nos militants ne comprenaient pas pourquoi ne pas aller aux élections. Nous payons l'argent pour rien. Et nous sommes allés à ces élections. Vous savez ce qui s'est passé à Gamo? Ils ont amené plusieurs procurations qui ne valaient rien. Avec notre surveillance, avec la détermination, le candidat de pouvoir a été battu. Il n'a eu que 13%. 12%. Donc moi, je suis devant vous là, 87%. Et le pouvoir décide de proclamer que c'est celui qui a 12% qui a gagné. C'est quelle logique ça? Et pour ça, tous les gens qui traitaient les procès verbaux, on leur distribuait minimum 30 millions à chacun. Il y a un qui a envie. J'ai son numéro de téléphone, je peux vous l'appeler. On lui a dit 30%, il dit ah non, moi je ne peux pas faire ça. Et il est venu me voir, monsieur, donc je n'accepte pas. Il a quitté Gabon, il est parti. Quelle est la raison? Je vous dis ça haut et fort, le président sera encore vivant. Il a dit, le jour où John sera à l'Assemblée, c'est que je ne suis plus au pouvoir. Parce que ce gars-là, lui tout seul, peut bloquer une Assemblée nationale. Laisse dehors des élus comme Mathias, comme celui que vous parlez d'autres, pour qu'ils ne soient pas là, pour qu'ils ne gênent pas. Donc on ne fait pas la démocratie dans ces conditions-là. Alors pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez dit, demander la transition, quel sera le rôle du collectif? Nous avons déjà un rôle que nous jouons, à mon avis, relativement bien et que nous devons continuer à jouer, le rôle des veilleurs de conscience. C'est le rôle que vous, journalistes, deviez jouer, que vous ne jouez pas, que nous jouons à votre place. Parce qu'en réalité, si le collectif ne dit pas ce que nous disons, qui va le dire dans ce pays? Si nous ne faisons pas ce que nous faisons, qui va le faire dans ce pays? Je vais ajouter quelques petits rappels. En 1985, la dette du Congo était de 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA en 1985. En 1986, elle est passée à 3000 milliards de francs CFA. Elle a été multipliée par plus de 7. C'est à cause de cela
que sous le régime de Souba, nous avons été contraints précisément à négocier avec le Fonds monétaire. Et quand Mathias est arrivé et quand je partais, nous avions atteint le point d'achèvement. Il a parachevé de ce travail avec bonheur, il a dit, et la dette est tombée à 20%. Cette dette qui a été créée par les mêmes aujourd'hui. Pendant la période du Souba, nous avons réussi à négocier le contrat de partage de production. Le Congo avait environ 17% des recettes pétrolières du Congo, de recettes des ventes du pétrole du Congo. Nous avons réussi à faire passer ceci à une moyenne de 33%. Donc on a augmenté la possibilité de gagner de l'argent. Nous avons eu un boom pétrolier par la suite. Vous avez connu, y compris ces dernières années, en tout cas avant 2014, des prix du pétrole se rapprochant de 150 $ le baril. En tout cas, une moyenne de 100 $ le baril. Donc, on a réussi à faire passer la dette à 20% de la richesse nationale. On a réussi à augmenter les possibilités d'entrée d'argent à travers le contrat de partage de production qui a amélioré la part du Congo. Les prix du pétrole sont devenus plus intéressants, donc l'argent est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait? Mathias l'a dit tout à l'heure. Vous savez, ce qui est prévu, ce qui est donné à un gouvernement, c'est de dépenser de l'argent qui est dans la loi de finances. C'est ça que l'Assemblée vous autorise à dépenser. Ce qui n'est pas dans la loi de finances ne doit pas être dépensé. Et une bonne partie de l'argent dont Mathias parlait là, c'était de l'argent qui n'était pas affecté à des projets, au salaire et autres. C'est de l'argent qui ne devrait pas être dépensé. Quand vous dépensez en dehors de la loi de finances, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un vol. Ça s'appelle un vol purement et simplement. Ce n'est même pas une affaire de corruption pour dire, comme il a dit tout à l'heure, un projet qui devait coûter en réalité, c'est 2002 km 900, Mathias, hein, entre les deux. C'est 2 km 900, 300 millions à peu près le kilomètre de route, ça devrait être dans les 900 millions. On est aux 10 ou 12 milliards sur ce projet. Ça, c'est les surfacturations. Mais dans ce cas-ci, c'est un vol sec. On prend l'argent qui ne devrait pas être dépensé. On se le met dans les poches. Alors vous nous dites, collectif, quel est votre rôle lorsqu'il y a des choses de ce genre? Et lorsqu'en face, et maintenant au moment où nous parlons, le CHU est arrêté. Donc où chacun de nous peut, au sortir d'ici, avoir un pépin, évidemment aller mourir puisqu'il n'y a aucune possibilité de le soigner. Normalement, vous tous devriez être membres des partis des collectifs. Parce que cette bataille, c'est la bataille du Congo et de tous les Congolais. Il s'agit de sortir l'argent du Congo d'une mafia. Moi, c'est sûr. C'est ça qu'il faut faire. Pour ça, pour le faire, ça devrait être l'engagement de tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui devrait se réveiller le matin et faire un discours en disant « Non, ce n'est pas possible de continuer comme ça », c'est le président Sassou, qui est chef d'État, qui est garant justement du fonctionnement des institutions, qui doit apporter justement à chaque Congolais des possibilités, je n'allais pas dire de vie extraordinaire, mais enfin de simple vie, ne plus que de survie. Demandez aux retraités, il y en a ici dans la salle, ça fait 5 ou 6 mois qu'ils n'ont pas eu de l'argent. Vous comprenez pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et vous comprenez pourquoi un régime qui a déjà été failli avant, qui revient par la force des armes de manière violente et qui est failli maintenant, ne peut pas continuer comme avant. Et il est normal que les Congolais disent asseyons-nous, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce n'est pas un cadeau que nous demandons, c'est même une obligation. Et tout le monde dans ce pays devrait dire on ne peut plus faire comme ça. Asseyons-nous, proposons autre chose à ce pays, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne un pays en otage pour faire pire. Vous savez, il y a des Allemands qui disent Hitler est mauvais, c'est vrai, il a tué beaucoup de gens, mais si vous allez en Allemagne, c'est lui qui a fait les autobahns, les grandes routes, les grandes avenues. Mussolini, on dit pareil. Et de nous, on va dire quoi? On va dire quoi? Parce qu'on nous dit, la route vous avez du Pointe-Noire. Allez-y, vous verrez le nombre de plats qu'il y a, le nombre de trous qu'il y a. Peut-être qu'on va plus facilement entre Ngo et Brazzaville, Gamboma et Brazzaville.
Peut-être que l'administration de Brazzaville qui s'est faite pendant 3 ans nous donne des belles routes à Brazzaville. Peut-être que je ne vois pas ce que vous voyez, vous. Mais si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas fait correctement, si c'est mal fait, vous ne trouvez pas normal que le propriétaire de ces biens-là, qui est le peuple congolais, demande des comptes? C'est vraiment trop fait que de dire on ne peut pas continuer à faire comme ça. Alors, c'est donc un devoir de faire ce que nous faisons. Et nous estimons que, normalement, dans des pays bien, on devrait tout le temps donner des coups de fil aux gens du collectif. Ne devrait pas continuer à parler. Ce que nous entendons au Congrès, c'est l'inverse. Vous aurez dû faire comme les autres, acclamer, suivre, faire comme si tout allait bien. Mais vous faites comme si ce n'était pas votre pays. Et ça s'appelle la complicité. Quand on est en train de faire du mal devant vous, vous ne faites rien pour l'arrêter. Qui plus est, vous empêchez ceux qui disent que c'est mauvais le fait de dire ça, vous êtes des complices. Vous êtes des complices, pas autre chose. Alors je vais ajouter 2 petits mots sur la démocratie, sur les élections. Nous avons parlé de ce qui s'est passé. Vous savez, ça a été un scandale dans certains endroits. Ce n'est pas qu'à Brazzaville que la force publique, certains mercenaires envoyés parce que la force publique normale ne faut pas faire ça, rentre, cagoulé ou quoi dans les bureaux de vote, chasse les gens qui sont là et bourre les urnes. Une élection en démocratie, l'élection, ça signifie la volonté du peuple qui s'exprime. Mais si ma volonté à moi, je ne peux pas l'exprimer, si c'est quelqu'un grâce à la baïonnette qui doit exprimer ma volonté, je ne suis plus libre. Donc ce n'est plus une élection. On s'est menti à soi-même en disant, oui, le Congo est en train de faire la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie, on fait semblant. Et tant que ce sera comme ça, tant que nous tromperons nous-mêmes, tant que nous ferons croire que c'est ça la démocratie, tout en sachant que ça ne l'est pas, nous faisons reculer notre pays. Nous l'aurons fait sur le plan économique, nous l'aurons fait sur le plan social, nous sommes en train de le faire sur le plan politique. Et là aussi, il faut un changement. Et là aussi, s'impose le travail du collectif. Mon jeune frère, ce n'est pas seulement pour les jeunes qui sont entrés en politique, mais ceux qui sont dans cette installation des jeunes, quel est leur avenir? Moi, je pense qu'ils se sont trompés en commençant à faire la politique dans un gouffre. Oui, quand on est dans un gouffre, c'est difficile d'en sortir. Hein? Ils ont mal commencé. Ils ont très très mal commencé. Parce que aller commencer la politique dans un parti finissant, c'est grave. Il faut commencer par politique avec les partis d'avenir. Le PZT, c'est fini. Ce n'est plus un parti d'avenir, donc ils se sont trompés. Ou alors, ils sont manipulés pour servir une cause. Voilà. C'est ce que je pense également. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a manipulés à coup d'argent dans des petits trucs comme écolo, on a créé des gens de milices comme ça là pour enrôler les jeunes. Ils sont victimes d'un enrôlement. Alors nous, notre rôle, c'est faire en sorte que par le travail que nous faisons, ils puissent se rendre compte et prendre conscience pour sortir là. Il faut qu'ils en sortent. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils restent toujours là. Parce qu'ils se sont trompés et ils ont de l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas là-bas. Ils sont mal tombés. C'est très important ce que j'ai dit là. Mais si c'est pour servir un projet, mais c'est également mauvais pour eux. Je peux vous dire que dans ce pays, il n'y aura jamais de succession familiale. Donc si on rentre en politique pour venir servir de support à une succession familiale, c'est un échec d'avance. Il n'y en aura pas ici. Oui. Si ce pays appartient aux Congolais, il n'y aura pas de succession familiale ici. Ça suffit comme ça, ça n'ira pas loin. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, c'est aux jeunes là de comprendre, de faire un effort. Et non de servir de pantins, de petits oiseaux qui crient. Ce n'est pas ça. Il faut qu'ils réfléchissent. Ils ont de l'avenir,
mais ce n'est pas là où ils sont. J'ai dit à un d'entre eux qui m'a approché, j'ai dit, mais qu'est-ce qui te prend toi? Tu es malade, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Ah mais, papa, je suis le même ministre pour pas faire. Dans un gouvernement qui n'a pas de politique, donc tu es ministre pour apprendre quoi? Ah, donc tu ne vas pas m'aider? Ailleurs, je peux t'aider, mais pas là. Tu t'enfonces davantage. Vous voyez? Donc, par conséquent, la jeunesse a un rôle de premier plan à jouer. Mais ça, ce n'est pas dans ce qui reste derrière, c'est ce qui va devant. C'est ça la jeunesse. Et pas ça. Vous voyez comment on a fait? Oui, bon, on va rajeunir et tout ça. Mais dans l'espoir d'avoir un président jeune. Mais ce président jeune va être élu. Celui qu'on va imposer, il n'y en aura pas. Vous avez vu en France, non? Macron, 39 ans, il s'est fait élire président. Il n'a pas été imposé par quelqu'un. Il a fait un débat, il a présenté un programme, il s'est battu et tout ça. Les Français ont estimé à le jeune là, faisons son expérience. Ils ont essayé de faire son expérience. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais comme c'est des pays où il y a la démocratie, le débat est tous les jours est permanent et tout, vous savez ce qui se passe à l'Assemblée nationale française. C'est le débat tous les jours et tout ça. Et en raison du débat contradictoire, bon, certains Français commencent à comprendre, oui, mais certaines propositions ne sont pas bonnes, c'est pour ça qu'ils baissent sa popularité maintenant. Et c'est ça ce qu'on veut pour un pays. Ce qu'on veut pour un pays, c'est ça, un débat ouvert. Vous là, vous les beaux chefs là, si vous organisez un jour des débats libres, juste si vous allez avoir la foule du pouvoir sur vous. Ah, pourquoi les gens invitent un tel à leur débat? Pourquoi ils ont invité un tel au débat? Parce qu'ils ne veulent pas que certaines vérités éclatent. Or, la jeunesse, c'est pas ça. La jeunesse, c'est pas ça. La jeunesse doit apprendre, doit suivre ce qui est juste et non ce qui est mauvais, qui appartient désormais au passé. C'est fini. La jeunesse est d'abord contestataire. Bon, vous dites, donc nous ne serons pas à l'Assemblée ni au Sénat, tout ça, mais nous ne reconnaissons pas ces institutions. Nous sommes dans un pays où tout est illégal. Nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui. Le pouvoir du Congo est de fait. Donc toutes les institutions qui en découleront sont des institutions de fait. La présidence de la République est de fait. Le gouvernement est de fait. L'Assemblée nationale sera de fait. Le Sénat sera de fait. Les conseils municipaux, tout ça, seront de fait. C'est une situation de fait. Alors il faut faire avec le fait. Nous voulons ramener la légalité, la légitimité dans notre pays. En proposant que nous ayons un compromis politique qui peut faire émerger tout ça. Et ici, nous allons tirer un trait avec le passé. C'est ça qui est très important. Et c'est là que la jeunesse a son poids à jouer dans cette rénovation. Et nous devons tous nous y mettre. Il faut. Vous voyez, beaucoup de chefs d'État africains organisent les États quand ils ont fini de faire des bêtises. Leur peur, oh pourquoi je dois aller en prison? Mais si tu n'es pas allé en prison, il faut faire bien. C'est pas ça? Tu prends le poids, tu dis, le jour où tu prends le poids, tu dis, ah moi, il y a des prisons là, non. Il faut bien faire. On m'a donné un mandat, voilà ce que je fais. Mais on te donne un mandat, tu fais mal, à la fin, tu dis, hey, mais si je quitte là, il y a le truc qu'on a donné. Et on commence à avoir peur. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Allons au débat. On a peur des élections, personne n'irait injurier. Allons au débat. Allons au débat, laissons de côté les armes. On n'achète pas les armes pour tuer les Congolais. Les armes, c'est pour défendre l'intégrité territoriale et la sécurité des Congolais. C'est ça pour aller tuer les Congolais et pour les mettre en insécurité. Alors maintenant, moi j'attends le 15 août d'apprendre que le président déjà dit, bon, la guerre est finie dans le pouls, c'est moi-même qui l'avais commencé, alors j'arrête. Et il a dit, puisque j'ai arrêté ça, bon, mes amis, ceux qui étaient partis aux élections, qui contestaient ma victoire là, bon, c'est pas une cause de prison, allez, sortez-les. On les sort, on les amène droit au CHU,
on défait des examens pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une santé altérée et tout ça. Bon, peut-être lui aller chez vous. Bon, tout ce temps passé là, peut-être qu'on va vous payer quand même une petite indemnité pour ce préjudice subi. On fait ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui reste? Les autres là, vous parlez beaucoup. Hein? Là, ici, le pays, ça ne marche pas. Je suis d'accord avec vous, ça ne marche pas parce que 120% des tests là. Oh non, je commence à aller la avoir ici. Moi aussi, je ne suis et puis je n'arrive à dormir. Alors, au dialogue pour permettre à notre pays d'en sortir. S'il n'y a pas de dialogue, on ne s'en sortira jamais. Ça, je peux vous assurer. La communauté internationale a dit la solution du Congo passe par un dialogue national. Ça, c'est la communauté. C'est officiel, hein? Ce n'est pas, je ne vous plaît pas, c'est officiel. La solution du Congo passe par ça. Nous allons mettre en place des garde-fous. Nous allons mettre en place une politique novatrice. Nous allons mettre en place la transparence. Nous allons mettre en place la bonne gouvernance. Et en ce moment, le Fonds monétaire dira ah oui. Voilà le meilleur cadre macroéconomique pour le Congo. On est d'accord avec vous. Allez, on signe. Alors nous allons vous aider à effacer encore une partie de la dette. Et on va appeler les partenaires du Club de Paris, du Club de Londres, les